Dernière minute. Il y a tout juste 20 minutes. Nous avons appris qu'Ansarullah, au Yémen, a annoncé avoir ciblé 2 pétroliers saoudiens avec des missiles balistiques et des drones. Et jusqu'à présent, ils ont fait, vous savez, ils ont forcé 10 pétroliers saoudiens à faire demi-tour, qu'ils partent d'Arabie saoudite ou qu'ils y reviennent depuis l'extérieur. Ils imposent un blocus à l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, aujourd'hui, après 12 ans de siège contre le Yémen, en ressent la douleur. Comment voyez-vous leur réaction face à ce type d'escalade? Que peut faire l'Arabie saoudite? Envahir le Yémen? Oh, ils l'ont déjà fait, et ils ne gagnent pas. Bombarder? Eh bien, ils l'ont déjà fait. Les Saoudiens ne peuvent absolument rien faire. Je veux dire, au fond, les Saoudiens doivent faire attention à une escalade yéménite. Parce qu'en plus du blocus qu'ils ont maintenant imposé à l'Arabie saoudite, il faut comprendre l'importance de ce blocus. Quand les Iraniens ont pris le contrôle du détroit d'Ormuz, les Saoudiens ont détourné 70% de leur production pétrolière vers Yanbu, le port de Yanbu. Et elle passe par le détroit de Bab el-Mandeb, qui est maintenant fermé. Donc en gros, l'Arabie saoudite n'exporte plus aucun pétrole, zéro. Et ils ne peuvent rien y faire. Ils ne peuvent littéralement rien y faire, parce que les missiles yéménites couleront les pétroliers saoudiens. Ce qu'ils peuvent faire, c'est demander la paix. Mais il faut aussi se souvenir de ce qui a provoqué cela. Ce n'est pas comme si les Houthis s'étaient réveillés en disant « Bon, aujourd'hui, on va jouer une carte géopolitique sortie de nulle part ». Les Saoudiens ont imposé un blocus aérien au Yémen contrôlé par les Houthis. Ils ont tiré sur ou bombardé une base aérienne, l'aérodrome de Sanaa, après qu'un avion de ligne iranien y a décollé et atterri avec une délégation Houthi qui assistait aux funérailles d'Ali Khamenei. L'Arabie saoudite a 100% tort. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que le président Donald Trump a encouragé les Saoudiens à bombarder le Yémen. N'importe quel acteur rationnel aurait su que cela aurait déclenché une réponse yéménite qui aurait probablement inclus la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors pourquoi Donald Trump a-t-il laissé l'Arabie saoudite tomber dans un piège aussi évident, surtout quand il n'y a aucune issue à cela? Franchement, ça soulève des questions sur la viabilité de la relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. On peut se demander si les États-Unis n'ont pas un agenda caché dans cette affaire. Mais au fond, les Saoudiens sont foutus. Et ce sera la fin de l'Arabie saoudite s'ils ne font pas marche arrière. Parce que sans pétrole, l'Arabie saoudite n'a pas d'argent, pas d'économie. Et aujourd'hui, l'Arabie saoudite n'a aucune carte à jouer. Aucune. Quand vous parlez de l'agenda à Washington, si je me mets à la place de Donald Trump et de son administration, je dirais, face aux difficultés que nous observons dans le détroit d'Ormuz et à la fermeture du détroit d'Ormuz, pourquoi devrais-je soutenir une frappe contre des aéroports yéménites? Axios a rapporté que Donald Trump soutenait l'attaque saoudienne contre le Yémen. Pourquoi vouloir faire cela si vous faites face à tant de difficultés dans le détroit d'Ormuz? Je ne sais pas. Je veux dire, rationnellement, il n'y a aucune raison à cela. Donc nous devons commencer à réfléchir de manière irrationnelle. Et tout cela relève purement de la supposition. Il n'y a aucun fait concret pour étayer cette idée. Mais quand on regarde ce qui motive les actions de Donald Trump, c'est en grande partie le pétrole. Nous savons que les 39 premiers jours du conflit ont été interrompus parce que Donald Trump a dit que, littéralement, nous étions en train de manquer de pétrole. Il fallait s'arrêter. Il fallait mettre en œuvre le protocole d'accord. J.D. Vance a reconnu ouvertement que ce protocole d'accord n'était qu'une mascarade
essentiellement un mensonge destiné à gagner du temps pour que l'Occident puisse reconstituer ses stocks de pétrole. Nous savons donc que l'énergie est la clé. Nous devons aussi examiner l'ensemble de l'effort américain. Et il y a des raisons de penser que l'administration Trump cherchait à utiliser le conflit avec l'Iran pour prendre le contrôle d'une source majeure d'énergie pour la Chine. Nous l'avions déjà fait en capturant Maduro au Venezuela et nous cherchions à reproduire ce niveau de contrôle en Iran. Et vous savez, l'objectif au fond, c'est de rendre les Chinois dépendants d'approvisionnement en pétrole, dont l'Amérique contrôle l'interrupteur marche-arrêt. Et donc, on regarde ça et on se dit, eh bien peut-être que Donald Trump veut renforcer davantage la domination américaine sur le marché mondial de l'énergie en éliminant un concurrent, en écartant l'Arabie saoudite du jeu. Encore une fois, c'est très spéculatif et j'espère me tromper, mais j'essaie simplement de trouver une raison rationnelle à tout cela. Je pense que Donald Trump est rancunier. Je pense qu'il se souvient du moment où les Saoudiens se sont offusqués de l'entendre dire que l'Amérique était la puissance dominante. Ils ont répondu que l'Arabie saoudite serait la puissance dominante à l'avenir, grâce à sa domination énergétique. Donc, je spécule que Donald Trump aurait pu préparer l'Arabie saoudite à l'échec pour la rendre plus dépendante des États-Unis en matière de sécurité. Et that's forward perfectly gnamshitini sur le marché américain. Alors, que pensez-vous des récentes déclarations à ce sujet? Beaucoup de gens parlent de la manière de s'occuper de la montagne de la Pioche en Iran. Il semble qu'ils se demandent s'ils vont la frapper. Et à quoi ressemblerait cette attaque? Vont-ils utiliser, là encore, des bombardiers B-2 pour viser cette montagne? Quelle pourrait être l'efficacité d'une telle opération? On parle même, peut-être, d'utiliser des armes nucléaires. Que comprenez-vous de ce type d'attaque, s'ils décident de la mener? Vous savez, c'est une situation dangereuse parce que l'administration Trump présente la cible pickaxe comme une menace existentielle potentielle pour les États-Unis et la communauté internationale. Celle d'une arme nucléaire iranienne qui pourrait être fabriquée dans une installation d'enrichissement reconstituée, un centre de conception d'ogives nucléaires reconstitué, et ainsi de suite. Si Trump parvient à affirmer de manière convaincante que l'Iran représente une menace existentielle pour les États-Unis et leurs alliés, du fait de sa capacité potentielle à posséder une arme nucléaire, et que cette arme découlerait d'un programme nucléaire que les États-Unis considèrent comme militarisé, alors je crains que nous venions, du point de vue de la doctrine, de créer littéralement une définition étayée par la Nuclear Posture Review, les directives du commandant relatives à cette Nuclear Posture Review et le plan de mise en œuvre nucléaire qui autorise les États-Unis à utiliser des armes nucléaires. Vous savez, des rumeurs disent que Donald Trump a, vous savez, une fois, peut-être deux, demandé au Pentagone, non pas l'autorisation, mais d'élaborer une option de frappe nucléaire contre l'Iran. Et les deux fois, le président des chefs d'état-major interarmés aurait rejeté cette demande en disant que ces ordres étaient fondamentalement anticonstitutionnels. Mais là, on pourrait voir une tentative d'utiliser des renseignements pour fabriquer une menace compatible avec la doctrine américaine. Et cela m'inquiète. Je ne vais pas balayer ça d'un revers de la main. Vous savez, j'ai toujours dit que si l'Iran mettait ses installations dans des endroits qui ne pouvaient pas être détruits, les États-Unis envisageraient d'utiliser des armes nucléaires. Eh bien, nous savons que Donald Trump a déjà envisagé l'emploi d'armes nucléaires. Aujourd'hui, on voit se dessiner la possibilité d'un scénario dans lequel il autoriserait, vous savez, l'emploi d'armes nucléaires et l'armée donnerait son accord.
C'est le danger de la montagne de Pickaxe, parce qu'aucune arme conventionnelle ne peut la détruire. Et vous savez, si Donald Trump crée un scénario dans lequel l'Iran développe une arme nucléaire, alors l'orientation logique de la politique américaine est de détruire cette arme par tous les moyens possibles, y compris avec des armes nucléaires. Parce que, doctrinalement, c'est précisément à cela que sert notre arsenal nucléaire. Des gens se sont offusqués de ça. Ils n'ont pas aimé que je le dise. Mais nous y voilà. C'est exactement le scénario auquel nous faisons face. Je ne dis pas que Trump va utiliser des armes nucléaires. Je dis que le simple fait que vous et moi ayons cette conversation souligne le danger du moment. Il existe un risque, une voie vers une justification concevable de l'emploi d'armes nucléaires contre l'Iran en raison de la résistance de Pickaxe aux moyens d'interdiction conventionnels. Et si nous déterminons que l'Iran met en place une capacité viable d'enrichissement par centrifugeuse, que l'Iran a installé une usine d'assemblage d'ogives nucléaires ou une installation pilote, que l'Iran pourrait n'être plus qu'à quelques jours de disposer d'une arme nucléaire utilisable, nous pourrions nous-mêmes utiliser une arme nucléaire. Comment ça va-t-il changer la conception de l'utilisation d'armes nucléaires ou de la fabrication d'armes nucléaires? Comment est-ce que cela va? Eh bien, cela change fondamentalement tout. C'est pour ça que c'est si dangereux. Vous savez, j'ai déjà utilisé l'argument que je vais exposer. Je ne l'ai pas utilisé contre les Américains. Je l'ai utilisé contre les Russes, contre ceux qui adhèrent à la doctrine de Sergueï Karaganov sur la frappe préventive, y compris avec des armes nucléaires. Rappelez-vous, en juin 2023, Karaganov a publié un article dans lequel il envisageait la possibilité d'attaquer Poznań en Pologne avec une arme nucléaire, en affirmant que les États-Unis ne feraient rien parce qu'ils ne seraient pas prêts à échanger Boston contre Poznań. Donc vous savez, cette doctrine, il l'a modifiée dans les jours précédant la célébration du jour de la victoire cette année. Il a dit qu'il ne préconisait pas une frappe nucléaire préventive. Il préconise l'usage rationnel d'armes conventionnelles. Et si cela ne fonctionne pas, si cela ne brise pas la résistance des Européens, et ainsi de suite, alors, et seulement alors, l'emploi d'armes nucléaires serait envisagé. Mais il parle de briser le tabou sur l'utilisation des armes nucléaires, de les utiliser dans un environnement non nucléaire. Ce serait la fin du contrôle des armements. Parce que le principe même du contrôle des armements modernes, c'est l'idée qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. Donc, elle ne doit jamais être menée. Donc, les armes ne doivent jamais être utilisées. Pourquoi avons-nous mis en place la destruction mutuelle assurée en interdisant le traité ABM en 1972? C'était pour équilibrer les rapports de force, afin que toutes les parties comprennent que si vous déclenchez une guerre nucléaire, il n'y a rien pour vous défendre contre ce que l'ennemi va vous envoyer et que nous allons tous mourir. Donc, ne déclenchons pas de guerre nucléaire. Vous voyez, si les États-Unis utilisaient des armes nucléaires contre l'Iran, que sont censés faire les Russes? Parce qu'en ce moment, les Russes adoptent une doctrine nucléaire fondée sur ce principe élémentaire et fondamental. Une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée, donc elle ne doit jamais être menée. Et pourtant, si les États-Unis utilisent des armes nucléaires, la doctrine russe devient immédiatement obsolète. Car les États-Unis auront alors adopté une doctrine selon laquelle une guerre nucléaire peut être gagnée et selon laquelle ils utiliseront des armes nucléaires de manière préventive. C'est la nouvelle norme. La Russie devra donc réagir en conséquence. À un moment donné, elle devra montrer qu'elle est disposée à s'aligner sur la politique américaine. C'est ainsi qu'on parvient à un équilibre stratégique, et elle devrait utiliser une arme nucléaire contre une troisième ville.
Et qui sait ce qu'ils frapperaient avec une arme nucléaire? Peut-être la Pologne, peut-être un État balte. Mais ils doivent frapper quelqu'un pour dire aux Américains, nous aussi, nous avons des armes nucléaires. Et nous aussi, nous les utiliserons de manière préventive, afin d'envoyer ce message aux Américains. Ne vous en prenez pas à la Russie. Mais tous les jeux de guerre au Pentagone qui commencent par une frappe nucléaire limitée, du type de celle dont je viens de parler, se terminent toujours par un échange nucléaire généralisé qui anéantit toute vie sur la planète. Voilà le problème avec tout usage d'armes nucléaires. Le génie est sorti de la bouteille, désormais, et il n'y retournera jamais. C'est comme remettre du dentifrice dans son tube. Ça n'arrivera tout simplement pas. Scott, alors que nous parlons, des explosions se produisent au Koweït. Le Koweït devient en ce moment la ligne de front pour l'Iran. Et la façon dont l'Iran frappe le Koweït dépasse tous les missiles et drones qu'il envoie vers d'autres pays du CCG ou en dehors du CCG, notamment la Jordanie. Pourquoi le Koweït est-il si important pour l'Iran au point de le frapper aussi durement de cette manière? Je ne sais pas si c'est vraiment important. Je veux dire, les Émirats arabes unis semblent être une cible plus importante si l'objectif était de... Je pense que c'est parce que le Koweït est la moins importante des grandes cibles et qu'il est vulnérable au type de frappe que l'Iran mène en ce moment. Ces frappes visent à détruire des usines de dessalement et des capacités de production d'énergie. Si les usines de dessalement sont détruites, vous n'avez plus d'eau douce. Si vous détruisez la production d'énergie, je parle des centrales électriques, vous n'avez plus d'électricité pour la climatisation et la vie devient invivable. Je pense donc que les Iraniens donnent l'exemple. Ils disent qu'il y a un prix à payer pour la poursuite des bombardements contre l'Iran. Et le Koweït fournit une base aux forces américaines pour lancer des missiles d'attaque. Le Koweït est donc clairement un État ennemi. Je crois que l'Iran prépare le Koweït à la destruction totale de ses principales infrastructures civiles. Cela signifie qu'il ne sera plus possible de produire de l'eau par dessalement. Il ne sera plus possible de produire de l'énergie dans les centrales électriques. Et alors le Koweït meurt en tant qu'État. Encore une fois, vous et moi en avons parlé. J'ai dit que l'une des choses que l'Iran a menacé de faire avant le déclenchement de ce conflit, c'était de tuer des États-nations. Je pense que l'Iran est en train de détruire le Koweït en tant qu'État-nation. Peut-être que Bahreïn sera la prochaine cible. Qui sait? Je ne vais pas faire le ciblage iranien à leur place. Mais le fond du sujet, c'est que je pense que l'Iran cherche à affaiblir le Koweït et à créer un précédent. Ainsi, quand ils diront que les Émirats arabes unis sont les suivants, les cheikhs là-bas vont se redresser et dire « Oh là, oh là, oh là, non, 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 non. Nous ne voulons rien de tout ça. Que devons-nous faire pour empêcher que notre pays soit détruit? » Car la réalité, c'est qu'il n'y a aucune nation du Golfe Persique capable de se défendre contre l'Iran. Aucun. Il n'y a aucun système de défense aérienne, rien. Donc si l'Iran voulait les détruire, l'Iran pourrait les détruire. Et le message qu'il faut renvoyer, vous savez, aux Émirats arabes unis, au Koweït et aux autres États arabes du Golfe, c'est « Nous détruirons votre nation. Nous mettrons fin à votre existence en tant que nation moderne viable. » Et je pense que c'est ce qui se cache derrière le ciblage du Koweït. Je ne pense pas qu'ils aient réellement lancé, vous savez, des frappes visant à anéantir une nation. Pas encore. Mais je crois qu'ils préparent le Koweït à un événement final. Et quand cela arrivera, ce sera tragique pour des millions de personnes. Mais je pense que c'est ce qui se passe avec le bombardement iranien du Koweït.